Academy, on a décidé de scinder en deux la connectivité. En fait, on va traiter ce que j'appelle l'ultra-connectivité aujourd'hui, donc ce qui va au-delà de la simple connectivité avec un smartphone, puisqu'en fait, on a la 5G, on a les stores d'applications, on verra peut-être également la communication entre véhicules et l'infrastructure. Et puis, il y aura une autre conférence. Je vous invite à revenir sur cette Tech Academy, ça sera vendredi. On aura une conférence sur le droit d'accès aux véhicules connectés et cybersécurité, avec notamment nos amis de Ella Gutmann qui seront présents, bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, nos invités du jour, en commençant par non pas la ministre de la Connectivité, mais la seule représentante de la gente féminine, Mona Levaché, qui représente donc la maison Forvia. Voilà, vous êtes directrice de ce qu'on appelle le Software as a Service et vous représentez donc le store d'applications Happening, une alternative donc aux offres classiques des géants numériques. Votre voisin, c'est Mathieu Noël, donc consultant pour la firme Roland Berger. Je continue le tour de table. C'est le plus grand. C'est le plus grand en taille, ça c'est certain. C'est Bruno Mendes da Silva qui est le CEO de X Technologies. À sa gauche, nous avons Philippe Favreau qui représente Ampère. Vous le savez, c'est une entité qui dépend de Renault, donc qui s'occupe de software et de véhicules électriques. Et Philippe nous parlera de réglementation tout à l'heure, donc au nom de la PFA. Je continue avec Saleh Bensator qui représente Stellantis, mais qui sera là aussi pour l'association 5G AA, car nous parlerons de la 5G, c'est important. Et puis, je le connais depuis très longtemps. Il doit y avoir des photos noir et blanc de nous deux, je pense, sur des précédentes éditions d'Équipe Auto. Donc Mathieu Trottenard qui a commencé dans l'infotrafic, comme moi d'ailleurs, il y a très longtemps, et qui représente CarMove. Bien, alors quelques mots avec vous Mathieu, pour commencer. On y a un petit micro qui est là, logiquement ça devrait marcher. D'abord pour planter les éléments du décor, c'est vrai que la connectivité, on pense beaucoup aux géants du numérique, on pense à Google, Apple, et c'est vrai que ce sont aussi des géants qui s'invitent au sein de l'écosystème. Oui, absolument. On voit qu'aujourd'hui, tous les véhicules neufs sont connectés. On est quasiment à 100% de pénétration de connectivité. Pas forcément avec des solutions uniquement développées par les OEM, mais aujourd'hui, sur tous les véhicules, on va pouvoir appairer son smartphone, ce qui permet de connecter le véhicule ou en tout cas d'échanger des données, des informations entre le monde connecté et le véhicule. Mais ça passe en grande partie par les GAFA, que ce soit donc à travers l'univers du smartphone ou que ce soit de plus en plus avec des interfaces Android qui sont embarquées dans le véhicule. On le voit notamment chez Renault, Volvo, qui passe de plus en plus vers du Google Android en embarqué ou vers des solutions d'Apple CarPlay et d'Android Play, où on réplique également cet univers sur l'écran du véhicule en passant par la connectivité du smartphone. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est les constructeurs veulent faire du business avec la connectivité, mais est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui a réussi à ce jour à faire quelque chose? Je pense que personne n'a vraiment trouvé le business model. Les constructeurs ont longtemps pensé que ça allait être une mine d'or. Il y a 10 voire 15 ans, les constructeurs pensaient vraiment développer des business de la data. Beaucoup de constructeurs avaient même développé des business units dédiés aux véhicules connectés, à la monétisation des données des services. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris que la donnée, c'est un enabler. La donnée brute en tant que telle n'a aucune valeur. Elle appartient au conducteur, pas au constructeur. Ce qui est important, c'est le service qu'on va pouvoir développer sur la base de cette donnée. Un service à valeur ajoutée qui peut passer par de la réparation, de la maintenance, voire de la maintenance préventive, de la gestion de flotte. Et ça, c'est un service qui se monétise, c'est un service qui peut porter la marque du constructeur, la marque d'un acteur spécialisé, qui sont souvent quand même un peu plus rapides et flexibles dans le développement que les constructeurs automobiles. Mais encore une fois, le véhicule connecté, le hardware, le boîtier télématique qui génère la donnée, c'est pas ça qui va générer un revenu pour le constructeur. Alors, à ma gauche, à moi, à votre droite à vous, il y a Bruno Mendes da Silva qui, lui, pense que Tesla est peut-être le seul vraiment qui a réussi à faire quelque chose à ce jour. Alors oui, donc moi je présente rapidement X Technologies. En fait, on fait un logiciel qui peut s'embarquer dans les véhicules
mais aussi dans d'autres systèmes autonomes pour récupérer des données de plus en plus pertinentes, pour améliorer soit le système en lui-même, soit pour pouvoir offrir d'autres services. Donc nous, la spécificité, c'est que la donnée, quand elle arrive dans le cloud, elle est déjà structurée, il y a déjà un use case. Enfin bref, le but, c'est de transformer cet immense amas de données qui peut être généré en quelque chose d'actionnable. Et donc aujourd'hui, avant que les constructeurs chinois arrivent vraiment en Europe, il y a Tesla, ces 10 dernières années, qui a fait une percée avec, à un moment donné, ils se sont retrouvés comme le plus gros vendeur de véhicules électriques en Europe, et qui a basé toute sa technologie sur l'amélioration de ses services et de l'intelligence qui est embarquée dans le véhicule à travers la possibilité de récupérer des données en temps réel. Donc l'idée, c'était de dire, généralement, les constructeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des flottes de tests, ils ont des cas d'usage, ils récupèrent des données par rapport à ça. Mais vous imaginez bien que si vous avez une flotte de 50, même 100 véhicules dans une zone du monde, ça ne couvre pas forcément tous les cas d'usage qu'on peut rencontrer sur la route ou tous les cas d'usage des conducteurs. Et donc l'idée de Tesla, c'était de dire, est-ce qu'on peut s'appuyer sur tous les véhicules qu'on a vendus pour apprendre et améliorer notre système. Et donc ils ont cette spécificité d'avoir ce qu'ils appellent des scénarios, qu'on appelle nous des scénarios, mais eux qu'ils appellent des triggers. Ils en ont à peu près 200 qui remontent des données bien spécifiques pour améliorer la computer vision, les modèles pour faire de la décision, etc., etc. Donc à partir de ça, on peut aussi penser qu'ils peuvent récupérer des données par rapport au comportement du conducteur dans le véhicule. Voilà les habitudes qu'il prend, quelle station sur Spotify il choisit, qu'est-ce qu'il a envie de voir sur son écran, etc., etc. Et donc on va dire c'est un constructeur qui, pour moi en tout cas de ce qu'on a vu dans le marché, qui est assez en avance sur l'exploitation de la donnée en concret. Voilà. Alors, je pose une question qui peut intriguer. On sait qu'on est un petit peu écouté sur les smartphones. Dès qu'on dit un truc, il y a la pub qui sort, y compris sur les mails. On a des caméras qui regardent le conducteur aujourd'hui. Est-ce que Tesla espionne, entre guillemets, ses clients ou regarde ce qui se passe dans les voitures? Alors, À votre avis, hein? Alors les caméras qui sont à l'intérieur du cockpit, c'est de dire je veux monitorer pour de la sécurité. Est-ce que le conducteur somnole? Est-ce qu'il est distrait? Est-ce qu'il ne regarde pas la route, etc. Mais bien évidemment, si je récupère des données par rapport à ce cas d'usage-là et que je peux l'utiliser pour faire autre chose, s'ils peuvent le faire, ils vont pas se gêner. Et donc, potentiellement, observer le comportement de toute une famille ou de passagers dans le véhicule pour savoir, entre guillemets, ils sont sensibles à quoi, etc., etc. C'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les Google, les Meta, leur grosse source de revenus, c'est de dire l'analyse comportementale sur des sites Internet pour revendre ça à des annonceurs. Et donc, si c'est les plus grosses sociétés de tech aujourd'hui, elles font leur argent comme ça, et que demain on doit mettre de la tech dans les voitures, je pense qu'ils font une transposition assez logique de du business model qu'ils ont, et de se dire comment demain le comportement du conducteur peut nous apporter à monétiser ça avec des grandes marques, des grandes entreprises, etc. Bon, attention à ce que vous faites en voiture, on ne sait jamais. Hein. Parce qu'il y en a qui utilisent les voitures aussi pour faire des dates, et donc voilà, je ne sais pas si... D'habitude, on dit ce qui se passe dans la voiture ne sort pas de la voiture, mais sait-on jamais. Saleh Ben Sator, je ne pense pas qu'on fasse chasser Stellantis, mais juste par rapport à la 5G, est-ce que vous représentez également l'association 5G AA? Est-ce qu'on a besoin de la 5G dès maintenant? Ou en tout cas, Très bonne question. En tout cas, parlez bien devant le micro. Oui, c'est un sujet qui est assez important puisqu'il y a eu des investissements majeurs depuis 2020 sur le déploiement de la 5G, en tout cas en France. C'est un élément qui est effectivement, on entrevoit plusieurs services qu'on va pouvoir avoir dans les années à venir dans nos véhicules. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la connectivité est vraiment au cœur des transformations majeures qu'on est en train de connaître autour de l'objet de mobilité qui est le véhicule, notamment avec l'électrification qui vient un peu accélérer ces tendances. Et puis l'automatisation du véhicule, la conduite autonome, qui va nécessairement induire d'avoir la connectivité comme un élément clé
pour accéder à service du véhicule autonome. Donc, je pense que la 5G est essentielle pour arriver vers des applications plutôt temps réel qu'on n'a pas plutôt avec la 4G. Donc, je dirais que c'est l'élément important de la 5G aujourd'hui. Le déploiement se fait en 2 étapes, mais je pense que voilà, on va peut-être revenir dessus par la suite. Oui, on en parlera plus dans les détails. Alors, c'est peut-être l'occasion justement de savoir quelle est votre vision chez Stellantis. On va afficher les slides qui s'y rapportent. On imagine bien qu'un groupe qui a 14 marques, ça fait quand même pas mal de véhicules connectés au bout du bout. Oui, tout à fait. Alors, on a 14 marques dans des géographies un peu différentes. Les besoins en termes de connectivité dans des territoires comme les États-Unis ne sont pas forcément les mêmes en Europe. On va retrouver des applications qui sont spécifiques à certaines régions. Aujourd'hui, on compte plus de 14 antennes quand même dans un véhicule. Je ne sais pas si on se rend compte, entre le Wi-Fi, la 4G, la 3G et tous les services qu'on est en train de développer. Donc ça montre qu'il y a une vraie tendance qui s'accélère en plus, notamment à travers la 5G, qui nous permet finalement de concevoir la connectivité comme étant une extension du véhicule. Et donc l'objet qu'on voit se mouvoir dans nos routes, en réalité, il y a de la data aussi qui est échangée entre différents acteurs. Et donc, c'est un élément qui est essentiel. Donc aujourd'hui, pour nos clients, on propose différents verticaux de connectivité pour qu'ils puissent avoir une expérience utilisateur qui soit assez homogène, que ce soit à l'intérieur du véhicule, mais aussi à l'extérieur du véhicule, notamment avec son application smartphone qui lui permet de connaître l'état de charge de son véhicule, de préprogrammer son véhicule pour être bien chargé pour aller au travail ou emmener ses enfants. Voilà, donc on voit les différentes marques. Il y a des exemples d'applications ici. Tout à fait. Tout à fait. Donc effectivement, là, ce qu'on montre, c'est que la connectivité, c'est pas uniquement à l'intérieur de la cabine, mais aussi à l'extérieur. Et c'est là la prouesse finalement de la connectivité, c'est de pouvoir accompagner le client, non plus que lorsqu'il est dans son véhicule, mais plutôt aussi quand il est à l'extérieur. Donc avec des éléments clés, des indicateurs sur l'état de son véhicule, et puis de pouvoir éventuellement verrouiller, déverrouiller son véhicule. Donc là, je montre aussi l'exemple de la smartwatch, notamment pour Dodge, qui permet justement de l'utiliser pour du smart access au travers son véhicule. Ouais. Donc peut-être dernier élément qui nous paraît essentiel, on parle de véhicules connectés, on met de plus en plus de contenu dans nos véhicules. Ce qu'il faut vraiment mesurer, c'est que l'affordabilité, ou en tout cas de s'assurer que le prix global du véhicule reste assez abordable, c'est un élément clé. C'est vrai pour l'ensemble des systèmes qui composent le véhicule, ceci étant vrai aussi pour la connectivité et pour la 5G. Merci pour cet aperçu. On va regarder à présent ce que fait Forvia avec Happening. Et rien que pour ça, vous mériteriez, Mona, d'être ministre de la connectivité, car le store d'applications que vous avez mis en place est quelque chose d'assez vraiment remarquable. On va montrer donc, voilà. Ça s'appelle Happening, ça s'appelait autrement il y a quelques semaines de cela. Ça s'appelait Forestier Aptoïde Automotive, effectivement, jusqu'à il y a un an et quelques mois, oui. Alors, le principe, on est sur une base Android, mais l'idée, c'est effectivement d'offrir une alternative pour les constructeurs. Exactement. Et Laurent, comme vous l'avez cité, en fait, on propose un App Store. Nous avons tous l'habitude d'utiliser les applis sur nos téléphones. Hein. On a des applis qu'on aime bien, on a des applis musique et streaming. On fait beaucoup de choses sur le téléphone et pourquoi pas faire la même chose dans la voiture. Hein. Et là, en fait, mon voisin, on a parlé de projection, on a parlé de smartphone dans la voiture. L'avantage de notre offre, c'est que vous n'avez pas besoin de votre smartphone. Ce sont les applications qui sont développées pour l'usage voiture dans la voiture. Et même si un jour vous oubliez votre téléphone, il n'y a aucun lien. Donc, les voitures sont connectées, comme mes collègues l'ont cité, de plus en plus connectées. On va vers plus de 90% de connectivité d'ici 2030. Donc là, vous avez des applis dans la voiture, vous utilisez, et ces applis-là, ils sont adaptés pour la conduite. Ça veut dire que ce n'est pas juste les applis par rapport à c'est pas un copier-coller de ce que je trouve dans mon smartphone. Exactement. Et c'est ça qui nous différencie, en fait, comme Laurent vous l'avez cité,
de projection de téléphone dans la voiture. On fait très attention, ces applis sont vraiment développées pour le conducteur et les personnes qui sont présentes dans la voiture. Elles sont vérifiées, elles sont testées sur la route, ça. Exactement, exactement. En fait, ce qu'on fait également, donc on a des compétiteurs, comme vous avez cité, il y a Google, effectivement. Là, ce qu'on fait, on propose une solution qui est marque blanche. On n'impose pas notre marque. En fait, c'est aussi ça qui nous a beaucoup aidé à s'approcher aux constructeurs. On n'impose pas la marque, on est là pour aider. Chaque constructeur, on a bien la présence de Renault et Stellantis, on connaît très bien, qui sont sensibles au look and feel, positionnement de chaque marque. Ce que nous, on fait, c'est qu'on s'adapte. On est là, on ne parle pas de notre marque, on s'adapte à leur design, à leur façon qu'ils souhaitent présenter l'offre à leurs clients. Exemple ici, hein, voilà. Exactement. Vous êtes quand même chez Mercedes. Exactement. Effectivement, Mercedes et BMW font partie de nos clients très fidèles. On est très contents, voilà. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vous êtes présent au sein de combien de marques? Parce que c'est quand même assez considérable. On est présent aujourd'hui au sein de 16 constructeurs, 40 marques. Vous l'avez appelé, Laurent, championne européenne, parce qu'on est en Europe, il y a le cluster chinois, il y a le cluster aux États-Unis. Mais vous êtes Je mondiaux. le confirme. Vous êtes mondiaux. Il y a même des constructeurs chinois qui utilisent votre solution. Oui, effectivement. On travaille avec la Chine, on travaille avec les constructeurs chinois. Les constructeurs chinois, à part BYD, tous les constructeurs qui sont dehors de la Chine, nous sommes leurs partenaires pour fournir les apps dans la voiture. Donc, on couvre bien les exports des constructeurs chinois partout dans le monde où c'est réglementé dehors de la Chine. C'est quoi la recette du succès? Qu'est-ce qui a fait vraiment que le concept a pris? Parce que j'ai envie de dire, d'autres ont essayé, enfin, des constructeurs ont essayé, chacun de leur côté. Oui. Et vous avez raison. Donc, les constructeurs, ils ont essayé. Nous aussi, on a essayé. On a beaucoup d'appris. Je pense que l'élément clé, c'est que nous, on n'impose pas notre marque. On est là, en fait, en marque blanche. On travaille vraiment avec les constructeurs. Deuxième élément, après, je pense qu'on peut en parler un peu plus en détail, c'est que nous, on n'utilise pas les données de clients. Parce qu'aujourd'hui, il y a la bataille sur les données. On le laisse à nos partenaires, les constructeurs, pour utiliser. S'ils nous demandent de les aider avec les analyses, on le fait. Mais au contraire de notre compétiteur Google, on n'utilise pas les données de clients. Et après, je pense qu'au Forvia, en fait, on a quand même une image respectée. On est très proche à nos clients. Donc, cet aspect d'être proche et co-développer avec les constructeurs nous a beaucoup aidé, en fait, à avoir une offre qui a réussi. Quelques petites réactions au sein de... côté constructeur, on a au moins Stellantis, Salé. Dans le micro, c'est mieux. Oui, effectivement. Alors, les applications, les services connectés qu'on pourrait offrir, c'est vraiment un sujet essentiel qu'on a aujourd'hui au sein de Stellantis. Vu l'étendue des clients qu'on peut avoir dans différentes régions, construire cette proximité, essayer de proposer différents services connectés qui répondent à leurs besoins est un élément assez majeur. Donc, on est structuré aujourd'hui autour de ces questions et évidemment, on essaye de se mettre en partenariat avec les bons interlocuteurs pour aller encore plus loin, explorer encore davantage les espaces de services qu'on pourrait offrir à nos clients. Oui. Mathieu, qu'est-ce que ça vous inspire, ce savoir-faire français quelque part qui a réussi à prospérer? D'applications comme ça, c'est pas facile d'utiliser des applications dans un véhicule, je trouve. Mais bon, je trouve ça très très bien et il faut avoir des applicatifs très spécifiques. Nous, on laisse la donnée libre à nos clients, donc ils en font ce qu'ils veulent. Mais proposer des applicatifs très, très spécifiques, voilà, je vais faire des réunions dans la voiture, seul peut-être, mais je ne sais pas du tout si c'est vraiment utilisé ou pas. Alors, peut-être Mona peut répondre, parce que justement, les applications pour travailler, ça fonctionne. C'est une remarque très intéressante parce qu'en fait, chaque fois qu'on amène une appli dans la voiture, on s'engage vis-à-vis des développeurs d'appli pour dire qu'il y aura la consommation dans la voiture. En fait, donc, voilà, ça c'est notre engagement. Et après, ce qu'on voit aujourd'hui,
Au début, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, on voit la consommation augmenter. Et ce qui nous aide beaucoup, en fait, c'est aussi côté constructeur, parce que vous avez beaucoup évolué l'expérience utilisateur, c'est beaucoup plus facile à trouver les applis dans la voiture, sur tout ce qui est la partie cockpit. Et aussi, je pense que l'arrivée de Voice, comment on puisse communiquer, en fait, même si on ne voit pas les applis, on communique et grâce au AI, en fait, on a un système qui nous propose des applis qui peuvent répondre à nos besoins, type musique et streaming, chercher une solution de recharge. Donc ça nous a beaucoup aidé à augmenter la consommation. Et on voit ça surtout chez 3 de nos constructeurs avec qui on travaille. Au début, ils proposaient l'App Store à un certain pourcentage de leurs clients. En fait, disons les niveaux haut de gamme, premium. Là, ils l'ouvrent à 100% d'utilisateurs et parce qu'ils ont aussi, maintenant, ils ont de plus en plus confiance dans l'expérience. Mais comme vous l'avez cité, en fait, au début, on n'était même pas sûr. Hein. Mais on y arrive. Philippe Favreau. Ouais, je vais peut-être dire un mot sur Android et Renault. Alors effectivement, sur les Renault est déployé le système Android Automotive qui donne l'environnement Google, effectivement, dans les voitures. L'idée, c'est d'arriver à le déployer sur toute la gamme et pas que sur les hauts de gamme. C'est-à-dire que même sur la nouvelle Clio, il y aura ça. Ça permet aussi d'avoir une expérience seamless, comme on dit. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez, sur votre ordinateur à la maison, faire une recherche itinéraire sur Google Maps. Quand vous arrivez dans votre voiture, votre itinéraire, vous allez chercher, il est déjà dans la voiture. Et effectivement, pour l'utilisation des apps, effectivement, la commande vocale est vraiment... ça, c'est implémenté dans le système Android. Effectivement, on peut piloter de la navigation, de la musique. On peut demander de baisser la température, ce genre de choses. Couper les sièges chauffants, en fonction de l'équipement. Merci. Vue de Roland Berger, cette épopée, happening, cette aventure, vous en pensez quoi ? Je pense qu'il y a une réelle effectivement opportunité pour les constructeurs d'avoir une alternative à Google, bien que Google gagne des parts de marché. On le voit, il y a une certaine intégration qui est bonne grâce à Android Auto. Les consommateurs veulent aussi retrouver ce qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser sur leur smartphone, leur tablette. Donc il y a une certaine continuité qui est logique. Maintenant, les constructeurs ne veulent pas prendre le risque de partager trop de données avec ces acteurs-là qui sont aussi perçus comme des menaces, notamment sur la partie aftermarket qui est un gros business pour le constructeur automobile et générateur de marge. Donc si on partage toutes les données d'usage et de diagnostic du véhicule avec des acteurs qui peuvent à un moment court-circuiter le constructeur et orienter le conducteur vers des réseaux de réparation ou lui vendre des pièces autres que ce que propose le constructeur, c'est sûr que c'est pas dans la logique du constructeur. Donc ça, c'est aujourd'hui la principale motivation pour garder la main sur le véhicule connecté. Maintenant, il y a une concurrence qui est établie sur le marché et ce qui fera foi, c'est le choix du conducteur quand il achète son véhicule, d'avoir la bonne interface, les bonnes applications. Mais encore une fois, les stores comme développés par Forvia permettent d'avoir accès au même niveau d'application. Ce qu'il faut, c'est que leur usage et leur intégration dans le cockpit soient tout aussi bonnes. J'ai une petite question sur le sujet. En fait, c'est un sujet très intéressant par rapport à ce qu'on disait par exemple de Tesla, qui a construit son expérience, son véhicule autour de l'expérience. Au début, il y avait un énorme écran et maintenant, ils mettent des écrans à l'arrière, etc., etc. En fait, aujourd'hui, le véhicule classique, c'est la place du conducteur avec le volant et l'écran qui est associé. Et en fait, les passagers sont un peu orphelins du divertissement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'écran et donc ils n'ont pas de moyen d'interagir. Alors que ces applications pourraient être, on va dire, plus utiles pour le passager, parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de véhicule autonome qui circule de manière... voilà. Et donc, je me demande si la construction de ces services-là, c'est pas aussi aller voir avec le constructeur, lui dire de réinventer son véhicule. Là, j'ai vu qu'avec Porsche, par exemple, c'est des véhicules très haut de gamme, dans la nouveau Cayenne, il y a un écran pour le passager, voilà, qui peut interagir. Et ça fait plus de sens, entre guillemets, en tout cas pour moi, si le véhicule n'est pas autonome ou hautement automatisé, d'avoir un App Store qui permette au passager de pouvoir en fait passer du temps dans la voiture autre que sur son téléphone. Alors, à ce propos, on avait une conférence sur le vitrage connecté hier et justement, il y a
Valeo qui nous a montré un système où on avait du son qui était localisé et des contenus qui pouvaient être via une reconnaissance en fait des mouvements affichés sur le toit, enfin sur la vitre, hein, pas sur le toit du véhicule naturellement, mais à travers la vitre. Donc ce sont des choses qui peuvent exister. Je propose qu'on avance un peu dans la conférence et qu'on parle de réglementation et des données. Avec vous, Philippe Favreau, vous êtes monsieur Data au sein de la PFA. On va rappeler un peu ce qui s'applique parce que bon, il y a un Data Act qui existe au niveau européen et la transposition qu'on peut en faire pour l'automobile. Alors tout à fait. Alors le Data Act, effectivement, nouveau règlement européen applicable depuis le 12 septembre, donc c'est très récent. Alors la réglementation au niveau de la data véhicule, alors on connaît certains règlements comme RGPD qui protège les données personnelles, donc le Data Act qui ouvre en fait l'accès aux données à l'écosystème en Europe pour favoriser le business des services véhicules connectés. Il faut savoir que dans le monde de la réglementation, il y a une vingtaine de règlements aujourd'hui en Europe qui touchent à la data de près ou de loin. On a une partie de ces règlements qui sont dits sectoriels, donc qui sont globalement gérés avec l'homologation du véhicule. Donc ce sont des règlements spécifiques à l'automobile. Mais on a aussi beaucoup de règlements qui sont multisectoriels, qui ne s'adressent pas le Data Act, par exemple. On en parle pour les voitures, mais ça concerne tous les objets connectés. Que ce soit un avion, un frigo, une imprimante ou une voiture, le Data Act s'applique. Donc il faut qu'on arrive à naviguer parmi toutes ces réglementations. Une vingtaine, ça commence à faire beaucoup pour un sujet data. Et on commence à avoir des incohérences d'une réglementation à l'autre, par exemple. On peut avoir une réglementation qui dit bleu et puis une autre réglementation qui dit bah non, c'est pas bleu, c'est rouge. Et pour ceux qui doivent appliquer les règlements, forcément, ça pose problème. Et on a besoin effectivement de travailler sur les interprétations des textes, sur le Data Act notamment. Et la Commission peut-être justement proposer un guide plus précis. Alors la Commission a publié un guide d'interprétation le 12 septembre. C'était le dans le cadre du dialogue stratégique, là. Oui, tout à fait. L'écosystème, on va dire l'industrie automobile a devancé les travaux de la Commission parce que nous, c'est pas le jour de la date d'application d'un texte, on a besoin d'avoir les informations. Développer un véhicule, modifier tout un système d'information chez un constructeur, ça ne prend pas 15 jours, ça prend des mois, voire des années. Donc on l'a fait au niveau français d'abord, au niveau de la PFA, qui représente l'industrie automobile française. On a pris l'initiative d'écrire nous-mêmes notre propre guide d'interprétation, c'est-à-dire comment traduire le Data Act en exigences compréhensibles par le monde automobile. Dans cette démarche-là, à travers le contrat stratégique de filière effectivement signé avec le ministère de l'économie, Mobiliance s'est rallié à nous. Donc Mobiliance, vous connaissez sur la partie aval en France. Et petit à petit, on a réussi à rassembler des associations européennes qui ont rallié et qui ont co-signé notre document. Donc il y a eu ETRMA, donc c'est les pneumaticiens en Europe. Et ensuite, on a eu l'ACEA qui représente les constructeurs européens et le CLEPA qui représente les équipementiers. Et grâce à cette fédération de toutes ces assos, on a pu aller voir la commission, la DG Connect, pour leur dire, écoutez, vous devez faire ce guideline. Nous, on a besoin d'informations tout de suite pour appliquer. L'industrie automobile s'est mise d'accord sur l'interprétation du texte. Alors, pas tout le texte, évidemment. Il y a des parties sur lesquelles il n'y a pas eu consensus, donc n'existe pas dans le document. Néanmoins, on a réussi à partager ça avec la Commission et la Commission a réexploité, on va dire, 90% de nos travaux dans son propre guide. Et c'est important d'avoir cette coopération entre l'industrie et le législateur parce que ça évite d'avoir des exigences intenables, de se retrouver dans des situations qui, pour les constructeurs, mais pas que, le Data Act, ça s'adresse aussi aux gens qui font des services. Donc, tu vois, par exemple, quand tu vas développer un service, il faudra que tu aies à l'esprit qu'il y a le Data Act qui s'applique aussi. Merci pour cet aperçu réglementaire. Alors, on a vu qu'il y avait les gentils, comme Forvia, qui n'exploitent pas les données des clients. On va voir si les autres sont tout aussi gentils chez CarMove et chez X Technologies. Alors, Mathieu Trattner, on va montrer cette image de CarMove. Donc, c'est une plateforme. Voilà, vous mettez en contact, en fait, des clients, qui peuvent être des constructeurs, d'ailleurs, des néo-constructeurs, et des points de service. Comment ça marche, docteur ? Tout à fait. Donc oui, on est une plateforme qui va agréger toutes les données sur les véhicules. Alors quand je dis véhicules, ça va du vélo électrique au camion. Donc c'est vraiment... Et les néo-véhicules aussi, dont je vais
dire un mot. On est hardware agnostique, donc on ne construit pas des hardware spécifiques. On va chercher sur le marché des choses qui ont été éprouvées et répondre surtout aux besoins de nos clients. Donc on agrège de la donnée statique, données techniques, plan d'entretien, données configuration du véhicule, données carte grise, etc. Et les données dynamiques qui remontent des véhicules. Et on installe, on choisit, on installe un boîtier télématique d'une certaine manière pour pouvoir récupérer les données qui vont être utiles à nos clients. Et nos clients ont des besoins d'usage. On parlait de cas d'usage, donc globalement des cas d'usage. Donc on a la gestion de flotte classique, savoir où est mon véhicule, son kilométrage, mais on peut aussi vouloir interagir, pouvoir ouvrir mon véhicule, faire de l'autopartage, faire du free floating en autopartage, entre autres, du standard, etc., de la location digitale. Après, il y a tout ce qui est sécurité, donc pouvoir être alerté en cas de tentative de vol, ça c'est de faire des antivols préventifs, et l'entretien-réparation, qui est notre gros sujet ici, évidemment, sur ce salon, de faire du télédiagnostic, d'alerter sur les entretiens, puisqu'on a des plans, on a des données statiques et des données dynamiques, donc on peut croiser ces données-là. Voilà, jusqu'au interagir avec les réparateurs ou le service qui va résoudre un problème que peut avoir une personne. On s'adresse essentiellement à des entreprises, donc on ne gère pas le particulier. On est toute marque, tout modèle, tout type de motorisation. S'il faut faire du nucléaire, on fera du nucléaire demain. Voilà, on va collecter de la data et la mettre en forme pour des services. Voilà. Et ça marche aussi pour ce qu'on appelle les VELI, donc les véhicules intermédiaires. Exactement. Donc il y a des néoconstructeurs qui n'ont pas les moyens d'avoir des équipes R&D très importantes. Donc on va connecter, on va choisir en fonction des problématiques du véhicule même. Est-ce qu'il est très ouvert, pas ouvert, il est léger, est-ce qu'il est caréné, pas caréné, etc. De choisir un boîtier et de pouvoir aller collecter les datas qui vont intéresser. Donc on peut aller très loin, on va avoir une analyse complète du VCU, enfin des batteries, des moteurs, pour faire du télédiagnostic, pouvoir, comme j'ai dit, faire l'usage de la location, de l'immobilisation et autres. Voilà, donc on permet à ces néoconstructeurs notamment de pouvoir offrir très facilement des services pour les aider à vendre leur véhicule. Voilà. Merci, on va enchaîner avec Bruno Mendes da Silva pour X Technologies. Alors vous, en fait, vous avez commencé donc, dans les données par rapport aux véhicules autonomes. C'est ça. Donc moi, mon cofondateur, c'était le directeur du centre de robotique de l'Université des Mines. Donc il a travaillé pendant 15 ans avec PSA et ensuite Stellantis, Valeo, Safran et d'autres industriels sur le sujet du véhicule autonome. Donc, c'est un marché qu'on a choisi parce que c'est un marché très technique. Par définition, le véhicule autonome, faire conduire le véhicule, c'est anticiper la réaction ou le comportement d'un piéton. Et par définition, c'est impossible. En fait, savoir si la personne elle va traverser en plein milieu de la route ou pas, ça c'est un grand cas français, ça, que moi je fais d'ailleurs. Hein, je traverse n'importe comment. Et ben ça, en fait, pour un véhicule, c'est assez compliqué de prédire ça, mais il faut quand même pouvoir le prédire parce que si on rate et qu'on tue la personne, on repart à zéro. Et donc, comme il suffit d'un cas pour qu'en fait on met tout à zéro, nous, notre technologie, elle est là pour, on va dire, aider les gens qui développent des véhicules autonomes grâce à des modèles, à identifier, on va dire, en amont, le plus en amont possible, des situations qui peuvent être problématiques à travers des caméras, des lidars, des radars, des sonars, enfin bref, des données, on va dire, un peu plus, on va dire, denses que les données, on va dire, d'utilisation du véhicule. Et donc, on travaille avec des constructeurs, on travaille avec des équipementiers qui, par exemple, moi je suis Valeo, je veux développer un nouveau lidar ou un nouveau radar. J'ai besoin de récupérer des données sur la pertinence ou l'efficacité de mon radar pour l'améliorer en R&D. Et donc là, ça pose problème parce que par rapport au RGPD, etc., on n'a pas le droit normalement d'identifier le véhicule dont la donnée est liée. Donc il faut trouver des contournements. Alors, vous êtes un gentil ou un méchant dans la donnée? C'est ça qui m'intéresse, moi. Voilà. Et donc, quand aussi on améliore des systèmes de vision par ordinateur,
En fait, on collecte des données sur des piétons, il faut flouter leur visage, parce que sinon, voilà, c'est de flouter les plaques, etc. Donc, il y a tout un tas de contraintes sur les données qu'on peut récupérer, surtout quand on a de l'image, qu'il faut pouvoir respecter. Et ça, il y a des technologies qui permettent de le faire, mais voilà, il y a beaucoup encore à faire. Dans ce que vous faites, vous aidez des constructeurs, en fait, notamment pour leurs ADAS, à les qualifier et les corriger en cours de route. C'est ça. On travaille avec Ampère, sur la partie ADAS, donc aide à la conduite. Ils vont développer tout un tas de fonctionnalités, de garder le véhicule sur les lignes, de régulateurs adaptatifs, etc. Et donc là, nous, on est sur les véhicules de test, où on va leur permettre de remonter, on va dire, est-ce que le calcul qui a été fait pour garder le véhicule sur les lignes, est-ce que la vision qu'on avait a été bonne, etc. Remonter plus rapidement ces données quand il y a eu des défaillances ou des problématiques. Voilà. Au lieu d'attendre que le véhicule rentre au garage, qu'ils uploadent toutes les données et qu'ils récupèrent ça 3 semaines après. Nous, on permet de récupérer ça en temps réel. Voilà. Merci. Mathieu Noël, on voit qu'il y a des savoir-faire et que potentiellement les constructeurs pourraient vraiment exploiter des données de façon très qualifiée. Oui, clairement. Après, comme on l'a dit, il y a un certain nombre de services ou d'applicatifs très différents possibles avec ces données qu'on récupère de la connectivité. Le constructeur est pertinent, je dirais, sur les services qui sont liés à son core business. Donc, en premier lieu, tout ce qui va être réparation, entretien. C'est sûr que le constructeur reste le plus à même de comprendre et de diagnostiquer le véhicule et de proposer des services de réparation. Maintenant, les lois de la concurrence en Europe lui interdisent d'avoir une position monopolistique. Donc, des acteurs de la prévente indépendants doivent être aussi en mesure de pouvoir rester compétitifs, de proposer les mêmes niveaux de service, d'être tout aussi bons en qualité de service, en prix, ce que la donnée vient améliorer. Donc ça obligera le constructeur d'ouvrir l'accès à certaines informations. Le second point sur lequel la connectivité vient réellement améliorer l'expérience de conduite, c'est ce que disait mon voisin sur les ADAS et demain la conduite autonome. Hein. C'est sûr que pour pouvoir développer des ADAS ou même pouvoir rendre une voiture autonome, faut qu'elle soit connectée, faut qu'elle puisse échanger des informations avec l'infrastructure, avec l'environnement. Donc là, la connectivité a un réel rôle à jouer. Et enfin, sur tout ce qui va être infotainment, c'est là où l'écosystème est le plus ouvert, c'est là où le conducteur veut retrouver les applications qu'il a l'habitude d'utiliser pour se géolocaliser ou naviguer aussi en dehors de son véhicule, écouter de la musique avec les applications dont il a l'habitude, faire ses réunions, etc. Donc en fait, on n'a pas une réponse à l'ensemble des sujets connectés. Je dirais que ça dépend des applications, des services qu'on va développer, de la pertinence du constructeur à le faire. Un dernier point qui est important aussi pour le constructeur, c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est les mises à jour à distance du véhicule pour que le véhicule puisse aussi évoluer durant son cycle de vie, redonner de la valeur résiduelle à un véhicule d'occasion en activant des nouvelles fonctionnalités, en mettant à jour les logiciels, que ce soit les logiciels d'aide à la conduite, que ce soit le logiciel qui va gérer la batterie, le moteur électrique sur une voiture électrique pour optimiser l'autonomie. Et ça nécessite de la connectivité. Et surtout, ça nécessitera demain des plus hauts débits pour pouvoir envoyer des mises à jour plus grosses, plus rapides, parce que ça ne peut pas être fait en roulant, bien évidemment, d'un point de vue sécurité. Donc, en fait, la plage temporelle sur laquelle le véhicule peut échanger des données, être mis à jour sans que ça vienne pénaliser son usage est assez limitée. Donc, il faut un débit de données assez important. Eh bien, justement, ça nous permet de parler de 5G avec Saleh Ben-Sotar, puisque vous représentez donc cette association 5G AA. On va justement donc charger les slides qui s'y rapportent. Et on va commencer peut-être par le calendrier, parce que la 5G se déploie progressivement. Oui, tout à fait. Donc, le déploiement de la 5G a démarré en 2020 en France. Aujourd'hui, on est en 2025. C'est pas ces slides-là, c'est celles d'après. Donc on est aujourd'hui en 2025. On en est où aujourd'hui dans les déploiements de la 5G ?
En France, on est aujourd'hui à peu près 70-80% de couverture au niveau du territoire, avec 70% des ménages qui sont déjà couverts aujourd'hui par la 5G. Néanmoins, la 5G, en fait, il y a deux phases. Il y a la phase 1 du déploiement où majoritairement on a constaté une évolution progressive par rapport à la 4G qu'on a connue par le passé. La rupture, c'est vraiment le passage à ce qu'on appelle la 5G standalone, où là, on va retrouver vraiment des fonctionnalités assez avancées, assez poussées de la 5G, qui vont plutôt dans les nouvelles ruptures, les innovations de rupture pour le véhicule, accompagner notamment le véhicule autonome, et aussi, on va dire, tout ce qui est ADAS connecté, et puis permettre cette communication entre les véhicules et l'infrastructure. Et le piéton, là sur la photo, c'est très clair. Effectivement, donc là, ce que montre ce slide, c'est cette complémentarité qu'on va retrouver avec la 5G, cette capacité de passer par un opérateur téléphonique pour acheminer des données via des clouds, des edge computing qui seraient à proximité des stations de base, mais aussi des communications directes entre les véhicules et l'infrastructure. Donc ça pourrait se faire que si effectivement on a un langage commun qui permet à chaque véhicule de pouvoir échanger. Et donc ça, c'est la prouesse que finalement la 5G nous permet d'entrevoir finalement pour l'avenir. Mais ce qui est important dans la standalone, c'est cette capacité d'avoir de la qualité on demand. Qu'est-ce que ça veut dire ? De pouvoir solliciter le réseau pour avoir des garanties en termes de capacité. Et donc là, ça va être très intéressant pour des applications type téléopération. Alors, il faut expliquer ce que c'est que la téléopération. Moi, j'ai vu des images à Vivatech. C'est un gars dans un bureau, il s'installe sur un simulateur et puis hop, il prend la main sur votre voiture et il la gare sans qu'il y ait personne dedans. Exactement. Donc, c'est cette capacité, effectivement, d'avoir un conducteur distant qui va prendre la main sur votre véhicule et de pouvoir stationner le véhicule ou pouvoir l'acheminer d'un point A à un point B. C'est aussi important pour accompagner le développement du véhicule autonome, notamment pour faire de l'intervention à distance. Et puis dans tous les cas, pour le véhicule autonome, il y a besoin d'avoir cette brique de supervision, puisqu'il y a tout simplement plus de conducteurs dans le véhicule. Donc la 5G, c'est vraiment cette technologie qui va apporter ces briques techniques qui sont incontournables pour passer et puis concevoir toutes ces applications avec cette coopération entre les véhicules, l'infrastructure routière, et puis aussi avec des conducteurs à distance. Voilà. Quelque part, la 5G, c'est l'un des prérequis si on veut faire de la communication véhicule-infrastructure, enfin ce qu'on appelle les ITS en quelque sorte. Alors effectivement, ce qu'on appelle les ITS coopératifs, donc c'est cette capacité de collaborer entre les véhicules et l'infrastructure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est typiquement un véhicule qui va alerter les véhicules qui sont autour par rapport à une situation dangereuse, un freinage d'urgence par exemple, des situations ou des conditions météorologiques qui vont être un peu extrêmes. Donc ça, c'est plutôt, on est dans le registre de l'alerte, mais on peut aller encore plus loin dans ce qu'on appelle le Cooperative Emergency Braking. Donc c'est typiquement d'aller presque à faire freiner le véhicule de façon autonome pour anticiper et réagir plus vite que ce que le conducteur est capable de faire. C'est Minority Report appliqué à l'automobile, c'est ça ? Donc, in fine, la 5G nous apporte cette fiabilité, là où la 4G était plutôt dimensionnée pour du best effort, c'est-à-dire acheminer le plus vite, le plus rapidement l'information, mais sans garantie d'engagement sur la qualité. Là, on va pouvoir aller plus loin, interroger, interagir avec le réseau pour avoir des garanties pour des applications qui vont le nécessiter. Philippe Favreau, qu'est-ce qu'on peut dire sur la réglementation qui concerne les ITS, justement ? Alors sur les ITS, bien évidemment, il existe aussi des réglementations. Le contraire m'aurait étonné. Hein. Oui, c'est le sport En Europe, on est quand même préféré, assez champion pour ça. Donc on a la directive ITS, qui est... La première a été faite en 2010. Il y avait des actions prioritaires dedans. Les premières qu'on a vues apparaître, c'est la gestion des parkings pour les poids lourds sur les autoroutes. Quand on voit il reste tant de place, c'est ça. La deuxième action prioritaire, et celle-là, on en parle beaucoup en ce moment, c'est l'e-call, l'appel d'urgence. Avec les puces qui vont être désactivées, par exemple ? Je laisserai Salé parler de l'extinction de la 2G, 3G. Et effectivement, il y a aussi des réglementations pour les ITS coopératives,
il y a 2 directives, ce qu'on appelle RTTI, donc le Real Time Traffic Information, et SRTI, qui est le Safety Related Traffic Information. D'ailleurs, celle-ci est en train d'être révisée par la Commission. On a commencé les travaux avec la Commission pour la révision de cette directive, qui spécifie effectivement tout un tas de cas d'usage, comme tu as évoqué, chaussées glissantes, objets sur la route, ce genre de choses, qui seraient à remonter, ces données-là à remonter vers des nœuds nationaux. En France, par exemple, on a Bison Futé. Il ne fait pas que des prévisions de circulation. C'est aussi un nœud national pour récupérer ce type de données et qui serait mise à disposition soit des conducteurs, soit d'écosystèmes. Alors, la particularité de ces textes, qui sont des directives, une directive ne s'applique pas comme un règlement. Une directive doit être transposée dans le droit national. En France, la transposition se fait à travers la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, et notamment à travers son article 32, qui fait en fait une transposition du règlement RTTI en y rajoutant ces petites spécificités. La France aime bien rajouter des choses en plus. Oui, sur les tunnels, c'est ça, il y a des trucs par exemple, incroyables. Un cas d'usage amusant. L'inventivité française en matière administrative et réglementaire est absolument stupéfiante. On a un cas d'usage qui demande d'avoir la température dans les tunnels, mesurée par les voitures. Bon, on a beau expliquer que de par la technologie des capteurs de température qui servent à donner la température extérieure, des filtrages qu'on peut faire, pour ceux qui font un peu de technique, des PID ou des choses comme ça, en fait, la voiture traversera un mur de flammes sans que la température affichée au tableau de bord aura changé. Parce qu'il y a beaucoup de l'inertie, il y a du temps d'intégration. Et on s'est dit, mais pourquoi vous n'équipez pas les tunnels en fait? Il y a 1000 tunnels en France, plutôt que d'équiper des centaines ou des millions de véhicules. D'avoir cette capacité. C'est une demande des pompiers, finalement. D'accord. On a fini par savoir que c'est les pompiers qui avaient insisté que ce cas d'usage soit ajouté dans la loi LOM. On arrive au terme de cette séquence. En 2 mots, Mathieu, vous qui représentez la partie aval, votre vision sur l'évolution de la connectivité et l'impact finalement pour ce monde de services ici à Equipoto. Très très importante. Une fois de plus, la data, elle sert à gérer un véhicule à 360 degrés. En R&D déjà, même de capter de l'information, c'est déjà fait, mais c'est de plus en plus simple, plus facile et déportable, jusqu'à les services liés à l'usage, je les ai déjà exprimés. Donc on peut vraiment, il y a un univers de services qui est très très important et pour différents types d'acteurs, le constructeur, les services après-vente, l'utilisateur évidemment, et les entreprises, puisque les entreprises ont des flottes de véhicules très différents gabarits, différents modèles, marques et types de motorisation. Donc la data est clé pour pouvoir favoriser le déploiement de beaucoup de services. Et si vous le permettez, un petit mot de la fin avec Mona Levaché. Votre résumé, je dirais, de cette séquence, cette table ronde. Écoutez, c'est très inspirant. En fait, il y a beaucoup d'opportunités dans la voiture qui va aider nos utilisateurs, nos conducteurs de conduire beaucoup plus en sérénité et en même temps avoir accès à tout ce qui est le contenu qu'ils ont l'habitude dans la vie quotidienne. Moi, je trouve ça super intéressant. Je vois, même par rapport à notre panel, qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de collaboration et co-création, peut-être par rapport à ce qui existait dans le passé. Et voilà, je trouve ça très excitant. Eh bien, merci beaucoup. Un grand merci à nos intervenants. Et c'est ainsi que se clôture cette table ronde ici sur l'espace Tech Academy.